Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Nous n'accepterons pas le désordre. Alassane Ouattara met en garde ses adversaires. Dans la Marawe, il invite ses opposants au jeu démocratique et assure l'élection présidentielle se tiendra bien le 31 octobre 2020. À l'approche de cette élection, rencontre entre les députés et le président de l'AAK. Il était question pour les élus du peuple de s'imprégner du rôle de la haute autorité de la communication audiovisuelle à 37 jours du scrutin présidentiel. Et puis la justice ivoirienne a libéré sous condition une partie des proches de Guillaume Soro. Réaction de l'avocat de l'ancien chef du Parlement à suivre. Le président Alassane Ouattara s'en fera ce jeudi dans le cadre de sa visite d'État dans la Marawe. Dans son adresse aux populations, il a appelé au maintien du climat de paix et de stabilité avant d'inviter ses adversaires au scrutin d'octobre 2020 à abattre la carte du jeu démocratique et non celle de la violence. Timé Danger, Eric Kimo. Saint-Fra réussit son pari de la mobilisation. Pour la première étape de la visite d'État dans la Marawe, les populations ont pris d'assaut le stade de Douafla, devenu étroit pour la circonstance, difficile même pour des chefs de se trouver une place. Nous sommes arrivés, hélas, on dit qu'il n'y a plus de place parce que tous Saint-Fra est mobilisé, donc ça ne peut pas nous quand même décourager. Donc nous sommes là, et c'est qui vont s'occuper de nous. Les groupes d'animation, eux, rivalisent d'ardeur. C'est dans cette folle ambiance que le président de la République, Alassane Ouattara, fait son entrée. La foule alors exulte. Pour le maire et le porte-parole des populations, la liesse qui entoure la visite d'État dans la Marawe est le fruit des nombreuses réalisations faites sous le magistère de l'hôte du jour. Sur ce point, ils ont mis en exergue, entre autres, le passage du taux d'électrification de 29% en 2011 à 79% en 2020, la construction de 18 classes, la remise de 3800 tables bancs, ainsi que la construction de 8 châteaux d'eau et la mise en service du réseau de renforcement de la capacité de desserte de la ville en eau potable. Avec vous, Monsieur le Président, c'est le robinet du développement qui s'ouvre enfin pour notre cité. Avec vous, les quartiers de Saint-Fra, jadis dans l'obscurité, sont soulagés parce que l'électricité illumine les soirées. Les faits sont irréfutables. La réalité est parlante. Votre pragmatisme politique fait de vous un bâtisseur hors pair. Les porte-voix des populations ont par ailleurs fait savoir que des préoccupations demeurent. Le président Ouattara, dans son adresse, ne les élude pas. Mieux, Alassane Ouattara prend de nouveaux engagements, au nombre desquels le bitumage de la route Saint-Fra-Boisflé. Saint-Fra-Boisflé sera bitumé et les entreprises me disent que ce bitumage sera terminé au plus tard dans 18 mois. Donc au plus tard, en juin 2022, l'axe Saint-Fra-Boisflé sera terminé. Et aussi 17,5 km de voirie et de bretelles. Le chef de l'exécutif ivoirien souligne que les acquis de la région depuis son accession à la magistrature suprême résultent du climat de paix et de stabilité qui souffle sur le pays. Cet environnement, dira-t-il, doit être préservé. Je vous demande de continuer d'éviter la provocation de certains et de ne pas écouter les paroles de haine et de division. Le président assure, en outre, que le scrutin présidentiel va se tenir à la date constitutionnelle du 31 octobre prochain. Il a alors invité au jeu démocratique, en lieu et place du désordre qui, assure-t-il, ne passera pas. Chacun doit donc contribuer à créer toutes les conditions de paix dans nos communautés, dans nos villages et dans nos régions. Et je peux vous dire que nous n'allons pas accepter le désordre. Notons qu'en réponse aux attentes de mobilisation du corps préfectoral et des autorités sécuritaires locales, le chef de l'État a offert véhicules et motos.
Rencontre, je vous le disais, ce jeudi entre les députés, le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Il était question pour les députés de s'imprégner du rôle de l'AAK à 3 semaines de l'ouverture de la campagne électorale. Salif Yalekoé, Aruna Zebar. Abidjan Plateau, Assemblée nationale ce jeudi. Un invité, le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, René Bourgoin, pour une séance d'information parlementaire. Sujet à l'ordre du jour face aux élus du peuple, la question de la régulation du secteur audiovisuel dans la période électorale. Une période qui ne sera pas de tout repos pour cette institution du secteur des médias. Désormais, l'AAK a régulé un paysage audiovisuel dense, diversifié et fortement concurrentiel qui a ses défis et ses exigences, surtout en période électorale. Pour cette période, des obligations pèsent sur tous les médias audiovisuels, tant publics que privés. À compter de l'ouverture officielle de la campagne électorale, fixée au 15 octobre 2020 à 0 heure, les médias audiovisuels de service public doivent veiller dans la programmation des journaux, reportages, débats et émissions spéciales dédiées à la campagne au strict respect du principe de l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats, des partis, groupements politiques et organisations qui les soutiennent. Les radios et télévisions privées commerciales, désireuses de couvrir la dite campagne, doivent veiller à l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats, des partis, groupements politiques et organisations qui les soutiennent, ainsi qu'au pluralisme et à l'équilibre de l'information. Ces échanges ont permis aux parlementaires de mieux comprendre les activités de la AAK. La Côte d'Ivoire compte 217 radios et 8 chaînes de télévision, un secteur dense que régule la AAK. Et c'est une bonne nouvelle pour le camp Guillaume Soro. La justice a libéré sous condition, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une partie de ses proches en détention depuis plusieurs mois. On va écouter la réaction de l'avocat de l'ancien chef du Parlement ivoirien. C'est vrai qu'ils ont la liberté, mais ils sont placés sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire avec de graves restrictions. Voilà, les gens, à la lecture proche de cette ordonnance, ils n'ont plus le droit de participer à des meetings politiques. Ils ne doivent pas se rencontrer entre eux, pour la plupart. Ils ne doivent plus faire de la cybercriminalité, de la cyberactivité. Ils n'ont plus le droit de sortir du pays, etc. C'est vraiment une liberté très restrictive. C'est vraiment un sentiment de joie pour les parents, pour nos clients même, d'avoir découvert. Ça leur permettra de vraiment revoir leur santé et puis bon, de retrouver leur famille. Mais sinon, nous les avocats, après cette satisfaction, nous estimons quand même qu'il faut minimum quand même considération pour les conseils qui sont dans cette procédure-là. Et puis, je veux dire, il y a des canaux par lesquels nous devons apprendre ce genre de situation. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est un sentiment d'étonnement. Parce que la liste des 15 que l'on nous produit, nous constatons, si cette liste est effective, qu'il en reste encore environ 6, je pense, je peux me tromper. Ça veut dire naturellement, pour ceux que je retiens, Lobognon, les deux frères de Soro Guillaume, c'est-à-dire Rigobert le commissaire, et puis Simon, voilà, qui est gravement malade. Voilà, ceux-là ne sont pas concernés, alors que je me dis, si c'est une liberté d'office, ce serait une liberté qui devait bénéficier à tout le monde, parce que ce n'est pas des demandes qui ont été formulées, ce n'est pas les avocats qui l'ont formulé, ce ne sont pas nos clients. Le directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur du RHDP a sensibilisé des étudiants ivoiriens en France à la cause de 100 candidats, le président Alassane Ouattara, en vue des élections du 31 octobre 2020. Cette rencontre fait suite à celle des femmes tenue le week-end dernier à la place des Invalides à Paris en France. Pierre Dipomela. Le RHDP à l'assaut des étudiants ivoiriens de France. Dans un hôtel de Paris, ces étudiants venus de diverses contrées sont face au directeur exécutif adjoint,
chargé des militants de l'extérieur du RHDP. Lanciné Diaby vend son candidat auprès de jeunes et met en avant ses réalisations dans divers secteurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui compte 6 universités. Certainement, avant votre départ, nous n'avions pas atteint ce chiffre. Et ces universités donnent l'occasion à bon nombre d'entre vous de rester au pays, de s'épanouir et d'acquérir la connaissance nécessaire pour affronter la vie active. Le 3e pont a été achevé pour ceux qui ne sont pas revenus au pays depuis 2011. Le 4e pont est en cours et le 5e pont est en cours. Nos résultats sont bons en 2020. Déjà, le Fonds monétaire international a déclaré la Côte d'Ivoire pays pré-émergent et vous pouvez aller visiter sur le site du Fonds monétaire international. Les jeunes ont réagi par des questions après son exposé. Ils ont surtout saisi l'occasion pour présenter leurs doléances. Le directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur du RHDP poursuit ses rencontres sectorielles dans la capitale française. Samedi dernier, il rencontrait les femmes RHDP à la place des Invalides. Objectif, ratisser large au sein de la diaspora en vue des élections présidentielles du 31 octobre prochain. Et puis dans ce contexte politique particulièrement tendu à l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, des jeunes se mobilisent et s'engagent pour des élections apaisées. Vous verrez, Nadja Eja, Harouna Zeba. Des pertes en vie humaine, mais aussi en biens immatériels. C'est le résultat des crises politiques pour les sociétés africaines en général et pour la Côte d'Ivoire en particulier. Un désastre qui laisse aux populations des souvenirs amers. C'était des moments très difficiles, voilà. Et les enfants étaient avec nous et les tirs par-ci, par-là. Donc on ne pouvait pas supporter, les enfants ne pouvaient pas supporter. Donc il fallait quitter la ville d'Abidjan. On n'aimerait pas que ce genre de choses se répètent encore. Nous tous, on attend de prier, on a fait la prière, on prie à la maison, on prie partout pour qu'il n'y aura pas de troupes après l'élection. C'est dans ce combat pour la paix que s'est engagé le réseau des jeunes volontaires francophones en initiant ces assises de 2 jours. C'est en fait l'occasion pour nous de se retrouver entre jeunes, de se parler franchement et d'élaborer un plan d'action qui peut nous permettre de mener des actions concrètes pour des élections apaisées et aussi pour la paix en Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, 15 jeunes, leaders d'organisations de la société civile, échangent sur le thème « Femmes et jeunes francophones, vecteurs de paix et acteurs de développement ». Chacun va influencer sa communauté lorsqu'il retourne. Donc, il faut que chacun puisse avoir des idées claires qui puissent permettre de préserver la paix. On a parlé de paix, on a parlé d'engagement citoyen, on a parlé du rôle des leaders d'associations et même de l'engagement des jeunes à la vie de la nation. La jeunesse ivoirienne a été invitée à mettre la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Dans l'expression de notre opinion politique, dans l'expression de la démocratie, que les jeunes ne soient pas des instruments de violence, que les jeunes ne soient pas des béquilles sur lesquelles les uns les autres s'appuient pour atteindre des objectifs spécifiques. Cette rencontre se tient avec des jeunes de divers autres pays d'Afrique. Pour cette année, c'est par visioconférence qu'ils prennent part à l'activité. Téléphone, ordinateur, téléviseur, la quantité des déchets électroniques s'accentue en Côte d'Ivoire. Pour trouver une solution à ces déchets qui peuvent être dangereux pour la santé, un atelier a eu lieu ce jour entre l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le Fonds pour l'environnement mondial et le ministère ivoirien en charge de l'environnement et du développement durable. Pierre Dipomélin, Tanguy Conan. Les besoins de consommation des populations ont généré des déchets électroniques dangereux pour la santé et des véhicules en fin de vie qui jonchent les rues. La manipulation ou le brûlage de ces composants chimiques à ciel ouvert est potentiellement cancérigène. Cet atelier conduit par l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le FEM, Fonds pour l'environnement mondial et le ministère ivoirien en charge de l'environnement et du développement durable, vise à adresser la problématique à travers le projet UPOP Côte d'Ivoire. Les polluants organiques persistants déversés dans notre écosystème représentent d'énormes dangers pour la santé humaine et pour l'environnement.
Il serait souvent à la base de nombreux cancers et des perturbations endocriniennes pouvant conduire à une infertilité. Le projet vient pour, premièrement, établir un cadre institutionnel pour dire que désormais, si tu as par exemple une télévision à derrière bombée et tout le reste, voici là où il faut le mettre. Ou bien si tu as un véhicule que tu n'en as plus besoin, qui est dans la rue, qui a ce produit-là, voici là où il faut l'amener. Vous voyez, donc on va installer un cadre institutionnel propre. Deuxièmement, il va y avoir un renforcement des capacités maintenant de tous ceux qui sont dans ce secteur-là. Voilà, comment on démantèle un véhicule. Nos concitoyens le font, mais est-ce qu'ils sont avertis qu'il y a le polluant dedans? Voilà, donc il faut venir renforcer les capacités, comment il faut démanteler, comment il faut collecter, comment il faut trier. On va leur montrer ça. La gestion des déchets électroniques et véhicules en fin de vie est un défi dans les pays en développement. Selon les estimations, l'homme produit chaque année près de 50 millions de tonnes. La principale destination de ces déchets dangereux reste l'Afrique et l'Asie. À la découverte du métier, cireur de chaussures, un métier qui tend à se développer en Côte d'Ivoire avec des services VIP désormais proposés aux clients. Yéli Traoré, Fulgence Kissédou. Il n'y a pas de saut métier, dit l'adage. Ousmane est cireur de chaussures à Trècheville. C'est depuis 1994 qu'il a posé son stand de fortune de cireur ici, sur la voie menant au port d'Abidjan. L'activité lui permet de vivre décemment. Pour maximiser ses profits, notre cireur passionné reconditionne également des chaussures de friperie qu'il propose à la clientèle. Je ne me plains pas, je gagne ma vie dedans. Bon, je nourris ma famille dedans aussi. J'ai marié dedans, j'ai des enfants dedans. Aujourd'hui, je dis Dieu merci, je me débrouille un peu. Commune du Plateau, autre ambiance. Dans ce quartier d'affaires, les cireurs de chaussures tentent de réinventer leur métier. Un nouveau concept VIP de cirage, brossage et lustrage de chaussures a vu le jour. Derrière cette trouvaille, une association entre la mairie de la commune et l'association des cireurs du Plateau. La municipalité offrant l'emplacement et le stand de travail. Depuis les années 2000 déjà, nous étions sur le plateau. Nous avons trouvé certains grands frères ici dans le domaine de l'activité. 2002-2003, il y a eu l'arrivée d'un monsieur, vraiment de grand cœur, qui est venu avec sa structure, qui nous a montré le premier matériel adéquat avec lequel nous devons travailler. Avant, nous utilisions les chaises de façon artisanale. Nous avons gardé le cap avec l'organisation parce que, étant associés, on devait garder le contact, connaître nos camarades, surtout les camarades qui sont sur le plateau. Je signale que sur le plateau, nous sommes 100 personnes et Dieu fait grâce, nous nous voyons chaque mois. Bon, ça fait pratiquement 2 à 3 ans que j'ai ce métier. Concernant les revenus, je préfère garder ça en secret. Voilà, bon, ce que je suis entre le minimum, au moins c'est 3 000 francs, au moins 3 000 francs. Ici, il y a une seule personne qui travaille à deux. Voilà, lui, il est payé chaque jour. Dans ces stands, des rafraîchissements, moyennant 200 francs supplémentaires, permettent aux clients de joindre l'utile à l'agréable. La clientèle témoigne de la qualité des services. Avec lui, on se rend compte qu'il a des produits de qualité et quand ici la chaussure, on est sûr de l'avoir pour un bon moment. Les cireurs rencontrés dans la ville travaillent presque tous du lundi au samedi. Ceux de l'association des cireurs du Plateau travaillent également sur rendez-vous les samedis et se déplacent aussi chez les clients qui le désirent. Elles font partie de ces activités durement touchées par la pandémie de la Covid-19. Les salles de sport vivent difficilement la crise sanitaire et ce malgré leur réouverture en juillet dernier. En cause, selon les propriétaires, le manque de soutien de l'État. Nadja Eja, Tanguy Conan. Achille est ceinture noire 5e dan et maître d'arts martiaux dans ce centre sportif situé à la Riviera. Après 5 mois de fermeture en raison du coronavirus, son activité a repris timidement. Aujourd'hui, il vient constater les dégâts de la cessation d'activité sur ses appareils. Pendant la fermeture, nos appareils ne marchaient pas puisque c'est des appareils électroniques. Beaucoup d'appareils ont pris un coup. Vous voyez même l'arrière, les appareils même qui sont debout, ça veut dire que ça ne marche toujours pas. La fermeture de ce centre lui a fait perdre ses revenus mensuels depuis le mois de mars.
avec des arriérés de loyer. Ces tentatives pour bénéficier du fonds d'appui au secteur informel, décaissé par l'État pour riposter contre les conséquences économiques du coronavirus, se sont avérées infructueuses. Depuis le mois de mars-avril, nous sommes toujours dans ce combat-là pour qu'on puisse avoir quelque chose d'abord, pour qu'on puisse rester en vie et payer les factures que nous devons. Parce qu'aujourd'hui, nous devons les loyers au niveau des salles et au niveau de nos domiciles aussi, nous devons les loyers. Avec les autres propriétaires de salles de sport et maîtres d'arts martiaux, ils tiennent cette conférence pour mettre en lumière les difficultés auxquelles ils sont confrontés face à la liste de documents à fournir pour bénéficier du fonds d'appui. On nous demande de déclarer nos employés à la CNPS. Ok, c'est vrai. Mais comment déclarer quelqu'un qui est de passage? Les stades de sport fonctionnent dans la majeure partie avec des contractuels. Il y a des documentations qui sont compliquées par rapport à notre secteur d'activité. Leur situation s'empire, ils sollicitent l'aide des autorités compétentes. Aujourd'hui, nous sommes étouffés. Il faut que nos responsables, nos dirigeants et nos présidents des fédérations, avec nous, on s'asseye et on dit bon, voilà comment nous aider. 150 000 deux fois, ça fait 300 000 pour la période du corona, de la Covid-19, et qu'on nous fasse une ouverture pour qu'on puisse avoir des prêts à taux zéro. Voilà ce que les maîtres d'arts martiaux demandent. Au total, ce sont environ 300 propriétaires de salles de sport et maîtres d'arts martiaux concernés par cette situation. Savourer un menu gastronomique avec 50 mètres de vide sous les pieds, c'est le concept de Dinner in the Sky. Comprenez, dîner dans le ciel, un concept qui séduit les épicuriens en Belgique. Yéli Traoré. Imaginé par un duo d'entrepreneurs belges en 2006 et décliné dans des dizaines d'autres pays, Dinner in the Sky a posé sa grue et son restaurant mobile sur une place du cœur de Bruxelles pour 3 semaines. 3 fois par jour, un service le midi, 2 le soir, 32 Happy Few ayant déboursé chacun 295 € pour un menu de 5 plats concoctés par un chef étoilé peuvent ainsi s'élever dans les airs pour vivre un moment rare. Quand le coronavirus est arrivé, on s'est dit tiens, il faut qu'on puisse adapter le concept et donc on a simplement décidé de relancer en production 2 structures comme celle derrière moi pour pouvoir justement correspondre aux normes gouvernementales émises par le gouvernement en ce moment, notamment la bulle de 5. Chez nous, ce sont des bulles de 4, espacées de plus d'1,50 m les unes des autres et ça nous permet vraiment aujourd'hui d'accueillir l'ensemble des invités dans des conditions optimales. Cette année, la configuration s'est adaptée à la pandémie et le chef cuisinier, chargé de concocter les menus et la logistique de ce repas, un peu particulier, n'a pas le moindre droit à l'erreur. Déjà, on a un métier de précision, donc ici, les règles sont de mise et il faut faire 2 fois plus attention et rien oublier, parce que du coup, si on a oublié quelque chose, si on a oublié la viande en bas, les gens n'auront pas de viande alors. Donc c'est vraiment très compliqué. Il faut tout penser 3 fois et vraiment faire 0 erreur, quoi. 0 erreur. Les organisateurs de Dinner in the Sky assurent que leur étape annuelle à Bruxelles fait travailler 120 personnes pendant 3 semaines dans un secteur d'activité particulièrement éprouvé. Selon eux, 60% seulement des hôtels de la ville ont rouvert et leur taux d'occupation est d'environ 20%. Un mois de septembre normal, on devrait être à 100% d'ouverture et 80% d'occupation. C'est un sport qui se joue avec les pieds et un ballon rond, mais ce n'est pas du football. À la découverte du Maracana dans votre émission NCI Reportage, un sport aux racines brésiliennes, au cœur 100% ivoirien. Un sujet à retrouver juste après le JT, un extrait. 2000 spectateurs se laissent entraîner dans ce mélange d'élégance, d'aisance technique, de rythme, de rapidité, de résistance et d'adresse devant les buts. Gagnois, à 270 km d'Abidjan. Les 25 meilleurs clubs du pays se sont donné rendez-vous dans la capitale du Go pour célébrer les 10 ans d'une discipline devenue une fierté nationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.